La désinformation climatique au programme de notre débat avec Lou Velgreen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la secrétaire générale de Data for Good et Simon Rosé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, chef du service environnement-climat chez nos confrères de RFI. On présente Data for Good en quelques mots pour commencer. Oui, bien sûr. Donc Data for Good, en fait, c'est une communauté de plus de 7000 experts de la tech bénévoles qui vont donner de leur temps pour accompagner des associations qui n'ont pas les ressources financières ou techniques pour pouvoir mener des projets data et qui luttent pour la justice sociale et climatique, tout en essayant aussi de lutter contre l'hégémonie de la technologie. Donc on essaye d'inventer une troisième voie plus sobre de l'usage de la technologie. Et vous avez donc mené une étude sur la désinformation climatique passionnante dont on va parler ensemble. Simon Rosé, à RFI, vous avez choisi de créer un service environnement-climat. Depuis quand il existe et puis surtout pourquoi vous l'avez créé? C'est une longue histoire. Le service, il a un peu plus d'un an. Je crois que le premier jour, c'était le 22 janvier 2024. Longue histoire parce que le projet remonte à 5-6 ans auparavant. Évidemment, ça ne voulait pas dire qu'on ne parlait pas d'environnement ni de climat dans RFI, mais c'était un desk qui était adossé à un autre service et on réfléchissez, vu le réseau de correspondants de RFI, on a des correspondants dans quasiment tous les pays du monde et on estimait que le mettre à profit pour parler de ces enjeux qui sont transversaux, qui sont mondiaux, c'était la bonne idée. Après, des réflexions sur la pertinence ou pas de créer un service, est-ce qu'avec le risque que les autres services lâchent l'affaire, en fait, ils se disent, bon, c'est bon, il y a les copains d'à côté qui peuvent le faire. Donc, toutes ces réflexions ont mis plusieurs années à accoucher. On avait tenté un système de référent environnement au service international, au service économie, au service politique. Ça a plus ou moins bien marché et finalement, on a eu une nouvelle direction avec l'arrivée de Jean-Marc Four à la tête de RFI il y a maintenant 2 ans, qui a repris un peu notre projet, et puis qui a dit go, et donc le temps que ça se monte, ça passe devant les instances, et voilà. Donc ça existe depuis à peu près 18 mois. Avec donc cette étude menée par Data for Good, peut-être un mot de la méthode. Comment vous avez cherché à détecter la désinformation climatique? D'accord. Donc, cette étude, elle a été menée conjointement avec 2 autres organisations, donc Cota Climat, qui est experte sur le traitement médiatique de l'écologie, et Science Feedback, qui sont des experts du fact-checking climatique et de la santé. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on a construit notre méthodologie, avec 3 expertises différentes qui nous ont permis en fait de récupérer l'intégralité de ce qui se dit dans les médias traditionnels, dans les journaux d'information, de 18 chaînes différentes, d'analyser quand des extraits parlent de climat, puis ensuite d'entraîner un modèle qui est capable de détecter la désinformation, et puis par-dessus, et ça c'est la phase la plus importante, c'est qu'on a toujours et systématiquement une validation humaine d'experts par-dessus qui viennent qualifier la donnée en tant que désinformation ou non, et surtout ajouter des sources pour certifier la rigueur méthodologique. Avec ce chiffre que vous nous donnez, 128 cas de désinformation climatique recensés au premier trimestre de cette année 2025 dans les principaux médias audiovisuels nationaux français. Donc c'est intéressant, vous êtes pas, c'est vraiment les médias traditionnels dont on parle. Alors je ne me rends pas compte, 128 cas de désinformation, est-ce que vous jugez que c'est beaucoup? On peut dire que une désinformation c'est déjà trop, mais comment vous évaluez ça? Alors oui, donc 128 cas, c'est 128 cas qui ont été recensés sur 3 mois. Ouais. Donc c'est important de le montrer. Je pense que c'était ça l'objectif de notre étude, de poser un premier constat. Ouais. 128 cas, ça veut dire en moyenne 10 cas par semaine. Et ce qui est important aussi, c'est que ces médias, en fait, ils sont très regardés. En fait, on a qui touchent beaucoup de gens, donc on a l'impression qu'on ne regarde plus la télé. C'est totalement faux. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 millions de Français qui regardent quotidiennement des médias traditionnels et surtout qui leur accordent énormément de confiance. Donc selon un sondage, 69% des Français accordent une confiance à l'information qui provient des médias traditionnels, contre 29% des réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un enjeu que ces médias aujourd'hui représentent des remparts pour l'intégrité de l'information, et ils doivent du coup garantir la qualité de l'information qui est fournie. Oui, effectivement. Comment vous faites, Simon Rosé, pour éviter de tomber dans ces pièges de la désinformation climatique? Il y a plusieurs niveaux. On a mis les moyens déjà. On a un service de 11 personnes avec un fonctionnement qui est propre à RFI, où RFI émet en plusieurs langues. Là, on a décidé d'intégrer des référents de l'antenne en chinois, par exemple, de l'antenne en espagnol,
intrinsèquement au service, donc on est vraiment tous ensemble. Il y a toute l'équipe d'Anne-Cécile Brad, donc, qui anime l'émission C'est pas du vent depuis 15 ans, qui est une historique, qui est avec nous, et tout un effort de formation qui a été fait également, qui est très important auprès de tout l'encadrement intermédiaire. Les rédacteurs en chef adjoints, la direction de l'info a eu une formation sur ces enjeux-là de 2 ou 3 jours, ça dépendait des il y a formats. des vérités scientifiques, on ne peut pas les remettre en cause, quoi. Il y a des faits, il y a des faits qui sont appuyés par la science. Donc après, on n'est jamais à l'abri d'un incident d'antenne, d'un invité qui lance quelque chose qui est factuellement faux et que le présentateur, sur le moment, n'a pas le réflexe d'aller le corriger. Ça peut arriver. Pour l'instant, on est passé entre les gouttes. Je ne dis pas que ça nous arrivera jamais, mais en tout cas, on essaie. Il y a cette sensibilisation. On parlait tout à l'heure de la crainte que les sujets environnementaux et climatiques soient cantonnés à notre service. Et au contraire, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Ça irrigue plutôt, typiquement, le service avec lequel on travaille le plus, c'est le service économie. Donc, il y a une appétence parce qu'on voit vraiment la transversalité des sujets de transition qui touche un peu tout le monde. Donc, il y a cette acculturation qui se fait. Est-ce que les autres journalistes viennent vous voir, vous consulter en tant qu'expert climat-environnement? Je ne dirais pas expert, mais mais en tout cas, en tant que service ressources, c'est un peu l'idée de faire ce hub au milieu de la radio. Oui. Alors effectivement, il y a la question du direct. Vous citez notamment le cas de l'ancien ministre Luc Ferry sur la voiture électrique. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment réagissent les journalistes? Pourquoi c'est de la désinformation? Alors, ce cas-là en particulier, c'est de la désinformation parce qu'il affirme que la voiture électrique pollue beaucoup plus que la voiture thermique. Et en fait, à la fois, c'est trompeur parce que, en fait, la voiture électrique, disons, elle émet plus au moment de sa fabrication, mais sur toute sa durée de vie. Il faut prendre le cycle de vie complet, quoi, bien sûr. Prendre le cycle de vie complet, sous réserve que l'électricité, bien sûr, consommée dans le pays soit décarbonée, ce qui est exactement le cas en France. Et donc, en fait, tout ça, ça vient instiller du doute dans la mise en place des mesures pour mettre en place la transition. Et donc, du coup, ça freine l'adhésion des citoyens à ces mesures-là et donc ça ralentit leur mise en route. Donc, en fait, la polarisation sur les questions d'écologie, c'est un peu une espèce de cheval de Troie, de détricotage de l'adhésion sociale et citoyenne. Est-ce qu'il y a aussi un effet domino entre, par exemple, les réseaux sociaux et les médias traditionnels? C'est-à-dire des fausses informations, de la désinformation climatique qui naît sur les réseaux sociaux? Et puis les médias traditionnels finissent par en parler eux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il y a une porosité très forte entre les médias et les réseaux sociaux. Et les médias peuvent en fait reprendre des thématiques qui sont viralisées sur les réseaux sociaux. Et de par ce qu'on a dit tout à l'heure, du fait qu'on leur fait beaucoup plus confiance aussi, peuvent en fait standardiser et normaliser une croyance qui n'aurait pas dû. Donc encore une fois, ils ont ce rôle de rempart à jouer par rapport aux narratifs des réseaux sociaux. Est-ce que vous la ressentez parfois, cette pression on la ressent tous, des réseaux sociaux quand on est dans un média un peu plus traditionnel? Il y a 4 ou 5 collègues qui disent « T'as vu ça ?» Il faut qu'on en parle, quoi. Ça peut arriver en conférence de rédaction. Et c'est là l'autre avantage du service, c'est la présence en conférence de rédaction tous les matins où il y a tous les chefs de service qui se retrouvent. Auparavant, ces enjeux-là n'étaient pas forcément représentés. Il n'y avait pas cette expertise que vous évoquiez. Après, RFI reste un média particulier qui est tourné vers l'international. 80%, 90% de nos auditeurs se trouvent en Afrique. Donc, on ne va pas avoir les mêmes thématiques qui vont émerger sur les réseaux sociaux. On va être plus sur la présence française en Afrique, ce genre de choses qu'on commence à avoir beaucoup. C'est moins le cas sur ces sujets de transition qui n'est pas au même stade en Afrique que ça ne l'est, par exemple, en Europe aujourd'hui. Vous avez des référents environnement un peu partout dans le monde, en fait? Vous avez essaimé, en quelque sorte? Pas forcément dans le monde, mais dans nos rédactions en langue étrangère. Dans la rédaction russe, dans la rédaction en chinois, en espagnol, en portugais, en anglais, en brésilien. Il y a dans chaque en khmer, il y a des référents environnement. On échange, on pourrait le faire plus parce que la presse, c'est vrai qu'eux aussi ont leur antenne alimentée, donc ils ont du travail. Mais oui, c'est l'idée, c'est de travailler ensemble et essayer de monter en puissance là-dessus. On a également des langues africaines à RFI avec des rédactions qui sont délocalisées à Dakar et au Nigeria, en mandingue, en fulfulde, en kiswahili, en haussa. Donc essayer de travailler avec eux pour vraiment être au plus proche de ces enjeux et de dire des choses qui concernent le plus nos auditeurs qui se trouvent en Afrique où ce ne sont pas vraiment les mêmes enjeux qu'ici. Lou Velgrin, pendant cette étude, il y a eu la semaine d'investiture de Donald Trump fin janvier. Ça a été un pic de désinformation climatique, ce moment-là? Oui, je pense que c'est aussi une des conclusions du rapport, c'est de montrer que, en fait, il y a des pics de désinformation à des moments géopolitiques et politiques importants, et que ça montre la porosité, en fait, du débat public à la désinformation, et le besoin, en fait, de construire des remparts forts pour être capable de garantir un débat sain et démocratique autour de ces sujets. Ça suppose
comment je peux dire ça, une formation ou le fait de posséder collectivement un niveau de connaissance équivalent. Vous voyez, je pense à la fresque du climat, on en parle souvent ici dans le milieu économique, le fait que ça permet une prise de conscience qui ensuite essaime en action concrète dans les entreprises. Est-ce qu'il y a besoin de ça dans les médias ? C'est sûr qu'il y a un fort enjeu de formation et de compréhension des journalistes des enjeux environnementaux pour qu'ils soient à la fois capables de répondre en cas de grosses aberrations, mais aussi pour pouvoir garantir le pluralisme. Oui, parce que c'est pas facile en direct. On a un invité qui balance quelque chose, on dit oh là, ça m'a l'air énorme, mais j'ai pas forcément les arguments précis là tout de suite pour le contrer. C'est pas simple. Exactement. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Pas moi, parce que je fais peu d'émissions en direct, je suis plutôt du côté de l'autre côté. Mais je reviens sur l'enjeu de, il n'y a pas de secret, mettre les moyens. On est une équipe de 11 personnes dédiées à temps plein sur ce sujet, avec des spécialités sur le climat, sur la biodiversité, sur la question de la dégradation des sols et la désertification. Chacun a son domaine de prédilection. On est tous un peu généralistes, mais chacun regarde un peu plus en profondeur sur la transition des entreprises, la transition énergétique, sur les enjeux de sécurité climatique. Il n'y a pas de secret, si on veut faire du bon boulot, il faut y mettre les moyens. Et puis il y a aussi l'enjeu d'être capable d'apprendre des erreurs qui sont arrivées, c'est-à-dire si une fois il y a un cas avéré, on n'a pas su répondre, essayer en fait d'apprendre de cette expérience-là pour monter en connaissance générale et savoir mieux le gérer la prochaine fois. Il y a des médias plus poreux que d'autres à la désinformation climatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, du coup, je pense qu'un des points clés aussi de l'étude, c'est de dire que ce qui est important, c'est à la fois on constate qu'il y a de la désinformation climatique transmédia, donc elle est présente dans de nombreux médias. Bien sûr. Et bien sûr, il y a certaines chaînes qui désinforment beaucoup plus que d'autres, avec notamment, on a constaté que 80% de la désinformation avait lieu dans des médias privés. Donc c'est intéressant aussi de voir cette différence entre médias privés et publics qui n'ont pas non plus les mêmes responsabilités en termes d'information générale. Oui, on espère que les médias privés ont le sens de la responsabilité. Bref, avec parfois des discours complotistes qu'on laisse vivre sur certaines chaînes. Oui, qu'on provoque d'une certaine manière. On se caresse dans le sens du poil un public qui voudrait entendre ces discours complotistes. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Be Smart for Change. On espère qu'on n'a pas laissé passer trop de désinformation climatique dans cette émission. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.